Il pensait il avait commis le parfait crime. Richard ne juste voulait pas un divorce. Il voulait laisser sa femme, Flora, démunie, pendant qu'il s'enfuyait avec l'empire de son père et sa jeune maîtresse. L'encre était à peine sèche sur les papiers de règlement. Il en fait ricana à elle à travers l'allée, un regard de pure, non adultérée victoire. Mais il oublia une chose. Les morts ont un chemin de garder secret. Et quand juge Thorne tira une scellée, couverte de poussière enveloppe de sa robe, le ricanement de Richard ne juste pas fana, il se brisa. Vous n'allez pas croire ce qui était écrit dans le cachet testament. Le silence dans la salle d'audience 4B du majestueux est actuellement gelant. Cour de district de Chicago était assez lourd pour écraser un homme. Mais Richard Sterling ne sentit pas le poids. Il se sentait sans poids. Il se sentait comme un dieu. Il s'assit dans son costume italien sur mesure, le tissu anthracite coûtant plus que les voitures de la plupart des gens, et tapota son stylo-plume contre la table en acajou. Tap, tap, tap. C'était un rythme d'impatience, mais aussi de triomphe. À sa gauche s'assit son équipe juridique, dirigée par Marcus Blackwood, un homme connu dans les cercles juridiques comme la vipère. À sa droite, de l'autre côté de l'allée, s'assit sa bientôt ex-femme, Flora Vance. Elle semblait petite. C'était le seul mot que Richard put trouver pour elle. Elle était enveloppée dans un simple cardigan beige qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux s'éclaircissent la gorge, tirés en un chignon désordonné, ses yeux cerclés de rouge et fixés sur ses mains. Elle semblait vaincue. Parfait. Monsieur Sterling, juge Anthony Thorne gronda. Le juge était un homme de la vieille garde avec des sourcils gris broussailleux qui ressemblaient à deux chenilles se battant pour la dominance sur son front. Il jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Vous comprenez qu'en signant ces documents, la dissolution de votre mariage avec Madame Vance, c'est cette finale. La division des actifs comme stipulé dans l'accord prénuptial et les modifications subséquentes que vous avez soumises sera exécutée immédiatement. Je comprends parfaitement votre honneur, Richard dit, sa voix douce comme du whisky sur glace. Il jeta un coup d'œil à la galerie. Au dernier rang, essayant de paraître discrète derrière une paire de lunettes de soleil surdimensionnées, était Vanessa, belle Vanessa de 24 ans. Elle capta son regard et donna un petit, presque imperceptible hochement de tête. Ils avaient déjà choisi la villa en Toscane. Ils avaient déjà transféré les fonds vers les comptes offshore au Caïman, comptes dont Flora ne savait même pas qu'ils existaient. Richard regarda Flora à nouveau. « Juste signe-le, elle, » il murmura, assez fort pour qu'elle entende, mais assez silencieux pour échapper au micro du greffier. Finissons cette misère. La main de Flora trembla alors qu'elle tendait la main vers le stylo. Son avocat, un défenseur public nommé M. Henderson, désigné par le tribunal, qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine, se pencha. « Madame Sterling, êtes-vous sûre? Une fois que vous signez ceci, vous renoncez à tous les droits sur la Vance Corporation. Vous partez avec la maison de ville et la pension alimentaire. C'est tout. » « Je sais, » Flora murmura, sa voix se brisant. « Je veux juste qu'il soit hors de ma vie, Monsieur Henderson. Je veux juste que ce soit fini. » Richard lutta contre l'envie de rire. La Vance Corporation. Elle valait près de 400 millions de dollars et elle l'échangeait contre une maison de ville en ruine en banlieue et 5 000 dollars par mois. C'était le cambriolage du siècle. Flora signa. Le grattement du stylo sonna comme un cri dans la pièce silencieuse. Richard prit les papiers ensuite. Il n'hésita pas. Il signa son nom avec une fioriture, Richard A. Sterling. Alors qu'il fermait son stylo, il regarda directement Flora. Et puis, il le fit. Il ricana. Ce n'était pas un sourire. C'était un rictus de dominance absolue. Il disait, « J'ai gagné. Tu as perdu. J'ai pris tout ce que ton père a construit. Et tu es trop stupide pour même le réaliser. » « Fait, » Richard annonça, glissant les papiers vers l'huissier. « C'est tout à votre honneur. J'ai un vol à prendre. » Juge Thorne ne répondit pas immédiatement.
Il prit les papiers de l'huissier, il ajusta ses lunettes, il regarda la signature. Puis il regarda Richard. Les papiers de divorce sont en ordre. Juge Thorne dit lentement. Richard commença à se lever. Cependant, la voix du juge baissa d'une octave, résonnant à travers la pièce. Avant que je ne timbre ce décret définitif, il y a une question de procédure concernant la succession du regretté Arthur Vance. Richard figea à mi-chemin de sa chaise. Arthur, mon regretté beau-père, cette succession fut réglée il y a 5 ans, votre honneur. Je suis l'exécuteur. C'est clos. Asseyez-vous, monsieur Sterling. Le juge aboya. Richard s'assit, agacé. Votre honneur, ceci est hautement irrégulier. Qu'est-ce que j'ai dit? Asseyez-vous. Thorne claqua son marteau. Le son résonna comme un coup de feu. Le juge atteignit sous son banc. Il ne tira pas un timbre. Il tira une épaisse enveloppe jaunie scellée avec de la cire rouge. La pièce devint silencieuse. Même la climatisation sembla arrêter de ronronner. Hier après-midi, juge Thorne dit, ses yeux se fixant sur Richards. Mes chambres ont reçu un coursier du cabinet Holloway Finch et associés. Il semble que le regretté Arthur Vance a laissé un codicille à son dernier testament. Un codicille avec une clause de déclenchement très spécifique. Richard sentit une froide goutte de sueur rouler le long de sa colonne vertébrale. Codicille. Il n'y avait pas de codicille. Il avait tout déchiqueté. Il avait brûlé les dossiers. L'enveloppe, juge Thorne continua, la tenant comme une arme, lie à ouvrir seulement dans l'éventualité que ma fille, Flora Vance, et son mari, Richard Sterling, dissolvent, s'éclaircit la gorge, leur mariage via une cour de justice. Flora leva les yeux, ses yeux grands ouverts. Elle semblait aussi confuse que Richard se sentait. J'objecte. Marcus Blackwood sauta, ses instincts se déclenchant. Ceci est une embuscade. Nous n'avons pas vu ce document. Nous ne pouvons vérifier son authenticité. Il fut notarié par un juge de la Cour suprême, Monsieur Blackwood. Thorne dit sèchement. Je pense qu'il est authentique. Le juge cassa le seau de cire. Le son du papier qui se déchirait était plus fort que la signature n'avait été. Richard serra les bras de sa chaise. Ça n'a pas d'importance, il se dit. Je possède le conseil. Je possède les actions. J'ai les droits de vote. Quoi que le vieil homme ait écrit, ce ne sont que des mots. Mais alors que juge Thorne déplia le document, Richard vit l'expression du juge changer. Le regard sévère et ennuyé disparut. Les yeux de Thorne s'écarquillèrent. Il regarda Richard, puis Flora, et puis étrangement. Il sourit. « Eh bien, juge Thorne dit, se penchant vers le microphone, il apparaît, monsieur Sterling, que vous avez peut-être signé ces papiers de divorce quelques instants trop tôt. Pour comprendre la panique qui actuellement griffait la gorge de Richard Sterling, vous devez comprendre l'homme qui l'a détruit pour y arriver. Arthur Vance. Arthur était un titan de l'industrie. Il avait bâti Vance Logistique d'un seul camion en un empire mondial de la navigation. C'était un homme dur, un homme juste, mais un homme qui valorisait la loyauté par-dessus tout. Et il avait aimé sa seule fille, Flora, plus que la vie elle-même. Il y a 10 ans, Richard n'était rien de plus qu'un analyste junior au département finance de Vance Logistics. Il était affamé, vif et moralement flexible. Il vit Flora non pas comme une femme, mais comme une clé. Elle était timide, artistique et complètement désintéressée du monde impitoyable de la logistique d'entreprise. Elle était douce, et Richard savait exactement comment mouler les choses douces. Il la courtisa avec la précision d'une campagne militaire, des fleurs envoyées à son atelier d'art, des voyages surprises à Paris. Il joua le rôle du partenaire protecteur et adorateur parfaitement. Arthur Vance avait été sceptique. Le vieil homme avait des yeux d'aigle et il regardait souvent Richard avec un mélange de suspicion et un respect à contre-cœur pour son éthique de travail. « Tu l'aimes ?» Arthur avait demandé à Richard la nuit avant le mariage, tenant un verre de scotch qui coûtait plus que le salaire annuel de Richard. « Avec tout ce que j'ai, monsieur. » Richard avait menti sans cligner des yeux.
Bien, Arthur avait grogné. Car si tu la blesses un jour, Richard, si tu la trahis un jour, je m'assurerai que tu le regrettes d'outre-tombe. Richard l'avait balayé d'un rire comme le radotage dramatique d'un père protecteur. Quand Arthur mourut d'une crise cardiaque soudaine 5 ans après leur mariage, Richard ne pleura pas. Il célébra. Il intervint immédiatement pour aider Flora avec le fardeau de la compagnie. « Tu es une artiste, elle, » il lui avait dit, caressant ses cheveux pendant qu'elle pleurait. « Tu ne devrais pas t'inquiéter des réunions du conseil et des marges de profit. Laisse-moi m'en occuper. Signe la procuration. Je protégerai ton héritage. » Et elle lui avait fait confiance. Elle signa. Au cours des 5 années suivantes, Richard démantela systématiquement le contrôle de Flora. Il nomma ses acolytes au conseil. Il dilua ses actions à travers des stratagèmes de restructuration complexes qu'elle ne comprenait pas et ne questionnait pas. Il canalisa les profits vers des sociétés écrans. Il la gaslightait aussi. Si elle demandait de l'argent, il soupirait et lui disait que la compagnie était en difficulté. « Nous nous maintenons à peine à flot, elle. Je travaille de 18 heures par jour juste pour nous éviter la faillite, » il disait, tout en cachant les reçus de sa nouvelle Aston Martin. Il la faisait se sentir petite. Il la faisait se sentir stupide. Il l'isola de ses amis, lui disant qu'il ne l'utilisait que pour son nom. Au moment où il déposa le divorce, clamant des différences irréconciliables, Flora était une ombre d'elle-même. Elle le crut quand il dit qu'il ne restait plus d'argent. Elle le crut quand il dit que la compagnie ne valait rien. C'est pourquoi elle accepta la maison de ville et la maigre pension alimentaire. Elle voulait juste échapper à l'homme qui la faisait se sentir comme un échec. Mais Richard avait fait une erreur fatale. Il avait sous-estimé Arthur Vance. Arthur savait que Richard était ambitieux. Il savait que Richard était un requin. Et les requins, par leur nature, finissent par mordre. Arthur n'avait pas juste laissé un testament. Il avait tendu un piège qui était resté dans l'obscurité pendant 5 ans, attendant le moment exact où Richard pensait qu'il était en sécurité. De retour dans la salle d'audience, Juge Thorne ajusta ses lunettes, tenant le papier jauni vers la lumière. « Monsieur Sterling, » le juge dit, sa voix terrifiante de calme. « Vous êtes conscient, n'est-ce pas, que la fusion originale de Vance Logistics dans la société holding, celle que vous avez exécutée il y a 3 ans pour consolider votre contrôle, était contingente aux statuts fondamentaux du Trust Vance original? » Oui, Richard claqua, la sueur maintenant visible sur son front. Close type standard. Ça ne signifie rien. Au contraire, le juge dit, « Il semble qu'Arthur Vance a ajouté une clause pilule empoisonnée au Trust, spécifiquement concernant le transfert d'actions votantes de classe A. » L'avocat de Richard, Marcus, pâlit. « Votre honneur, sûrement vous ne suggérez pas. »« Je ne suggère rien, Monsieur Blackwood. »« Je lis. » Le juge s'éclaircit la gorge et commença à lire à haute voix. « Le travail de ma vie, Vance Logistics, est destiné à soutenir ma fille, Flora. Cependant, je reconnais que les prédateurs se déguisent souvent en partenaires. Par conséquent, qu'il soit su que l'intégralité de la succession Vance, incluant tous les droits de vote, propriété et avoir offshore. » Le juge fit une pause pour les faits. Richard arrêta de respirer. « Restera la propriété de Flora Vance. Cependant, le contrôle de ses actifs est accordé à son époux seulement tant que le mariage reste intact et fidèle. » Juge Thorne regarda par-dessus le papier Richard. « Intact et fidèle, Monsieur Sterling, je Richard balbutia. Nous sommes divorcés. Le mariage n'est pas intact. C'est pourquoi les actifs se sont divisés. Laissez-moi finir. » Thorne le fit taire. Dans l'éventualité d'un divorce initié par l'époux, ou dans l'éventualité que l'époux ait trouvé avoir commis l'adultère avant la finalisation du dit divorce, la clause managériale est immédiatement annulée. Le juge tourna la page. De plus, si le mariage est dissous sous ces circonstances, un trust secondaire est activé. Ce trust connu sous le nom de protocole Architecture récupère rétroactivement tous les actifs transférés hors de la succession primaire
pendant le mariage. Tout dirigeant de la compagnie trouvait avoir facilité le transfert de fonds vers des comptes personnels tout en violant leurs vœux matrimoniaux sera sujet à un audit forensique immédiat et un renvoi criminel pour détournement de fonds. La pièce tourna. Richard se sentit comme s'il allait vomir rétroactivement. Récupère, cela signifiait tout. La villa en Toscane, les comptes aux Caïmans, les penthouses à Manhattan. Ceci est absurde, Richard hurla, se levant d'un bond. Vous ne pouvez pas prouver l'adultère. Il n'y a pas de preuves. Ceci est juste la fantaisie d'un vieil homme amer. De l'arrière de la pièce, un talon haut claqua sur le sol. Vanessa se leva. Elle enleva ses lunettes de soleil, mais elle ne regardait plus Richard avec amour. Elle le regardait avec calcul. En fait, une nouvelle voix se fit entendre. Tout le monde se tourna. C'était Flora. Elle ne regardait plus ses mains. Elle était debout. Elle ne tremblait pas. Elle tira le cardigan beige plus serré autour d'elle, mais son menton était haut. « Je pense, Flora dit, sa voix gagnant en force que nous pourrions avoir des preuves. » Elle atteignit dans son sac fourre tout abîmé et en tira une petite clé USB noire. Avant que nous ne finalisions la signature, Flora dit au juge, « J'aimerais soumettre ceci comme preuve. Mon père m'a dit de le garder en sécurité. Il m'a dit, « Si Richard essaye un jour de te quitter, vérifie la caméra de nounou dans la suite exécutive. » Le visage de Richard passa de pâle à gris. La suite exécutive, le bureau qu'il avait insonorisé, le bureau où lui et Vanessa avaient passé d'innombrables heures à se moquer de Flora tout en buvant le scotch vintage d'Arthur. Juge Thorne tendit sa main. « Huissier, s'il vous plaît, apportez-moi cette clé. » Richard regarda la clé, puis le juge, puis les papiers de divorce signés. Le ricanement était parti. À sa place était la Creuse, terrifiante réalisation que le piège n'avait pas juste sauté. Il lui avait juste coupé la tête. L'huissier de salle d'audience, un homme corpulent nommé officier Miller, qui semblait avoir tout vu et n'était impressionné par rien, prit la clé USB de la main du juge Thorne. Non! Richard se précipita en avant, son calme se brisant. Ceci est inadmissible. Cette clé fut obtenue illégalement. C'est une violation de la vie privée, Monsieur Sterling. La voix du juge Thorne était comme du gravier qui grince. Vous venez de déclarer sous serment que la suite exécutive Advanced Logistics était votre principal lieu d'affaires. Il n'y a pas d'attente de vie privée concernant la conduite criminelle dans un bureau d'entreprise, surtout pas quand le bâtiment est possédé par le trust même que vous tentez de frauder. Il hocha la tête à l'huissier. Branchez-le, Miller. Les grands moniteurs montés sur les murs de la salle d'audience 4B s'animèrent. L'audio grésilla, puis siffla. L'image qui apparut était limpide. C'était l'intérieur du bureau de Richard, celui qui avait appartenu à Arthur Vance. Le bureau en acajou était couvert de plans et de registres. Sur l'écran, Richard était assis sur le bord du bureau, tenant un gobelet de liquide ambré. Debout entre ses genoux, riant et jouant avec sa cravate, était Vanessa. Un halètement collectif traversa la galerie. Au dernier rang, la vraie Vanessa releva le col de son manteau, essayant de disparaître, mais tout le monde regardait entre l'écran et elle. Sur la vidéo, le hors-datage était daté de 3 mois auparavant, bien avant que Richard n'ait déposé le divorce, et pendant un temps où il prétendait travailler tard pour sauver la compagnie. « Je te le dis, Van, c'est trop facile. » À l'écran, Richard dit, prenant une gorgée de scotch. « Elle a signé les ordres de transfert ce matin. Elle ne les a même pas lus. Elle m'a juste regardé avec ses grands yeux de vache triste et a demandé si je mangeais assez. » À l'écran, Vanessa rit, un son cruel et aigu. Dieu, elle est pathétique. Ne se demande-t-elle pas où va l'argent? Flora ne se demande rien dont je ne lui dis pas de se demander. Richard ricana. J'ai déplacé les 4 derniers millions vers la Cayman Shell Corp hier. Nous l'étiquetons comme honoraire de consultation pour un fournisseur à Zurich. Au moment où je lui signifierai les papiers le mois prochain, les comptes de Vance montreront une perte nette. Je lui donnerai la maison.
une minuscule allocation, et je partirai avec l'Empire. Dans la salle d'audience, le visage de Richard était de la couleur de vieilles cendres. Il ne regardait pas l'écran. Il regardait Flora. Elle regardait la vidéo, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de validation. Pour les vôtres, il l'avait fait se sentir folle. Il l'avait fait se sentir comme si ses soupçons n'étaient que les divagations paranoïaques d'une femme au foyer solitaire. Maintenant, le monde entier voyait la vérité. La vidéo continua. Et les avocats du vieil homme, Vanessa demanda à l'écran, ne vont-ils pas auditer? Richard rit, jetant sa tête en arrière. Ils sont édentés. J'ai viré les compétents et embauché des bénis-oui-oui. Arthur est mort, bébé. Et je suis le roi maintenant. Une fois le divorce finalisé, nous volons vers la Toscane, et Flora peut pourrir dans cette maison de ville pleine de courants d'air. Richard se pencha et embrassa Vanessa passionnément à l'écran. « Éteignez-le », juge Thorne ordonna. Sa voix était calme, mais elle portait un poids terrifiant. L'écran devint noir, le silence qui suivit fut violent. Juge Thorne enleva lentement ses lunettes. Il les nettoya avec un petit chiffon, prenant son temps, laissant Richard suer. « Monsieur Sterling, » le juge dit finalement, « en mes 30 ans sur le banc, j'ai vu la cupidité, j'ai vu la trahison, mais j'ai rarement vu une telle stupide arrogance se documenter si clairement. » C'est hors contexte, Richard croissa. C'était une défense pathétique et il le savait. Hors contexte, le juge leva un sourcil. Vous avez admis le détournement de fonds. Vous avez admis la fraude. Vous avez admis avoir trompé votre époux pour obtenir un règlement injuste. Et le plus pertinent au document que je tiens dans ma main, il tapota le testament d'Arthur. Vous avez admis l'adultère. Juge Thorne regarda le greffier. Que le procès-verbal montre que la condition de fidélité stipulée dans le trust Arthur Vance a été violée. La clause managériale est par la présente révoquée avec effet immédiat. Attendez, Marcus Blackwood, l'avocat de Richard, tenta de sauver le navire qui coulait. Votre honneur, même si le contrat de mariage est annulé, nous avons toujours droit à un partage équitable des actifs matrimoniaux acquis pendant le Monsieur Blackwood. Asseyez-vous avant que je ne vous tienne pour outrage pour gaspiller mon oxygène. Thorne claqua. Il n'y a pas d'actifs matrimoniaux. Il n'y a que des biens volés. Le juge tourna son regard vers l'arrière de la pièce. Et vous, mademoiselle Vanessa Dewey? Vanessa figea. Elle semblait comme un sir dans les phares. Je suggère que vous ne quittiez pas la juridiction. Thorne dit. Comme vous étiez clairement une co-conspiratrice dans le plan de détournement de fonds discuté sur cette bande, j'émets un mandat d'arrêt pour votre détention en attendant une enquête du procureur de district. Vanessa hurla. Je n'ai rien signé, c'était lui, c'était tout Richard. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré vers l'homme qu'elle avait embrassé à l'écran il y a quelques instants. Il m'a dit que c'était légal. Il m'a dit que c'était son argent. Je suis une victime ici. Richard se retourna brusquement, ses yeux exorbités. Vanessa, tais-toi. Non, toi tais-toi, elle hurla, abandonnant ses lunettes de soleil et sa dignité. Je ne vais pas en prison pour toi, Richard. Tu as dit que tu t'en étais occupé. Tu as dit que tu étais un génie. Ordre! Juge Thorne claqua le marteau. Huissier, prenez mademoiselle Dalloway en garde à vue. Alors que l'huissier se déplaçait vers l'arrière de la pièce, Richard s'affala sur sa chaise. Il regarda ses mains. Elles tremblaient de manière incontrôlable. Il était entré dans la salle d'audience multimillionnaire. 10 minutes plus tard, il était sur le point d'être démuni. Mais le cauchemar pour Richard Sterling ne faisait que commencer. Le chaos dans la salle d'audience était une symphonie pour les oreilles de Flora, mais elle resta parfaitement immobile. Elle sentit une main sur son bras. C'était M. Anderson, son défenseur public. « Flora, » il murmura, « vous avez bien fait. » Elle le regarda, s'éclaircit la gorge. Tout au long des procédures, Anderson avait été silencieux, presque passif,
Mais maintenant, il y avait une lueur dans son œil qu'elle n'avait pas remarquée avant. « Comment saviez-vous de demander le report hier? » Flora lui demanda. « Si nous n'avions pas attendu un jour, le juge n'aurait pas reçu la lettre du cabinet. » Henderson sourit, un petit sourire cryptique. « Disons juste, Flora, que votre père avait des amis partout, même dans le bureau du défenseur public. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Juge Thorne s'adressa à la cour de nouveau. « Monsieur Sterling, puisque la clause managériale est nulle, la propriété de Vance Logistics et tous les actifs subsidiaires reviennent immédiatement à la seule bénéficiaire, Madame Flora Vance. » La tête de Richard se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas faire ça. Le conseil ne l'acceptera jamais. » « J'ai empilé ce conseil. » Il répondait à moi. « Je pense que vous trouverez, Thorne dit, jetant un coup d'œil à un nouveau document que son clerc venait de lui remettre, que le protocole Arthur tient compte de vos membres du conseil aussi. » Le juge se pencha en avant. « Cette cour gèle tous les actifs détenus par Richard Sterling avec effet immédiat. Ceci inclut les comptes bancaires personnels, les avoirs immobiliers et le portefeuille d'investissement. Vous devez remettre votre passeport à l'huissier. » « Maintenant, mon passeport. » Richard se leva, la panique le rendant irrationnel. « J'ai un voyage d'affaires à Zurich ce soir. »« Plus maintenant. »« Vous ne le faites pas, Thorne dit, à moins que vous ne prévoyiez de nager. » Richard regarda Marcus Blackwood. « Faites quelque chose. Réparez ceci. » Marcus la vipère commença à emballer sa mallette. Il ne regarda pas Richard. « J'ai peur de devoir me récuser de cette affaire. Monsieur Sterling, récusez-vous. Vous êtes sous contrat de représentation. Ma provision est payée de votre compte personnel. » Marcus dit froidement, claquant sa maillette qui vient d'être gelée. « Et à en juger par cette vidéo, je dirais que vous allez être inculpé pour grand larcin et fraude d'entreprise. Je ne fais pas de défense criminelle pour les clients indigents. » « Bonne chance, Richard. » Marcus Blackwood se tourna et sortit de la salle d'audience, laissant son client debout seul à la table en acajou. Richard regarda autour de lui sauvagement. Vanessa était menottée à l'arrière de la pièce, sanglotant bruyamment. Son avocat était parti. Le juge le regardait comme s'il était une tache sur le sol, et Flora était debout. Elle ramassa son sac à main. Elle regarda Richard et pour la première fois en 5 ans, elle ne baissa pas les yeux. Richard se précipita vers elle, s'arrêtant seulement quand l'huissier entra dans son chemin. « Flora !» il supplia, sa voix se brisant. « Flora, bébé, écoute. C'était une erreur. Nous pouvons réparer ça. Je l'ai faite pour nous. J'essayais de construire un nid de retraite pour que nous puissions prendre notre retraite tôt. Cette fille à Vanessa, elle ne signifiait rien. Elle m'a séduit. J'étais faible. Mais je t'aime. » Le désespoir était palpable. C'était pathétique. Flora le regarda. Elle vit la sueur sur sa lèvre supérieure. Elle vit la terreur dans ses yeux, et elle réalisa qu'elle ne le haïssait pas. Elle le plaignit. C'était un petit homme qui avait emprunté le costume d'un grand homme, et maintenant il se noyait dans le tissu. « Richard, » elle dit doucement. « Oui. » L'espoir s'enflamma dans ses yeux. « Oui, elle. »« La maison de ville, » elle dit. « La maison de ville. » Il cligna des yeux. « Vous pouvez la voir. Je le signerai. »« Nous pouvons, non. » Flora le coupa. « J'allais dire que je change les serrures ce soir. Ne venez pas. » Elle se tourna vers M. Henderson. « Allons-nous? » « Nous allons, » Henderson dit. Alors qu'ils marchaient le long de l'allée centrale, le son de Richard criant son nom résonnait sur les hauts plafonds. « Flora, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous ai fait. Vous n'êtes rien sans moi. » Flora. Les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière eux, coupant sa voix avec un dernier bruit sourd satisfaisant. Dehors dans le couloir, l'air semblait plus propre. Flora prit une profonde inspiration. « Êtes-vous bien? » Henderson demanda. « Je ne sais pas, » Flora admit. « Je me sens légère, mais je me sens aussi terrifiée. Il a dit qu'il a empilé le conseil. Il a dit que la compagnie est vide,
Même avec la compagnie de retour à mon nom, s'il a vraiment volé des millions, Vance Logistics pourrait être en faillite. Henderson arrêta de marcher. Il se tourna vers elle et son comportement changea complètement. Il redressa sa colonne vertébrale. L'affaissement du défenseur public surchargé de travail disparut. Il semblait aiguisé, dangereux et incroyablement compétent. Flora, il dit, sa voix différente maintenant, plus ferme. Votre père n'a pas juste laissé un testament. Il a laissé une sécurité intégrée. Vous souvenez-vous d'un homme nommé Silas Thorne? Flora fronça les sourcils. Thorne comme le juge. Son frère. Henderson dit, Silas était le chef de la cybersécurité de votre père. Il a pris sa retraite le jour où votre père est mort. Ou du moins, tout le monde le pensait. Henderson tira un élégant téléphone noir de sa poche. Ce n'était pas le téléphone à clapet bon marché qu'il avait utilisé au tribunal. Richard pensait qu'il volait de l'argent, Henderson dit, composant un numéro. Mais quand vous traitez avec Arthur Vance, vous jouez selon ses règles. Richard n'a pas volé d'argent. Il l'a déplacé dans un modèle d'attente. Henderson porta le téléphone à son oreille. C'est l'heure. Exécutez le protocole Arthur. Richard Sterling s'assit dans la cellule de détention du tribunal de comté. Il n'était pas encore arrêté, mais il était détenu jusqu'à ce qu'il remette son passeport, qui était actuellement dans un coffre-fort dans son penthouse. Il arpentait la petite pièce comme un tigre en cage. Pense, Richard, pense que ce n'était pas fini. Ça ne pouvait pas être fini. Bien sûr, le juge avait gelé ses comptes connus, mais Richard était plus intelligent qu'eux. Il s'éclaircit la gorge, avait les portefeuilles crypto. Il avait les obligations aux porteurs dans le coffre-fort à Zurich. Il avait le sac de fuite caché dans la gaine de ventilation de son bureau. S'il pouvait juste arriver à son bureau, il devait sortir d'ici. Il frappa à la porte. Mon avocat est en route. J'ai des droits. 1 heure plus tard, un associé junior échevelé du cabinet de Blackwood arriva, semblant terrifié. Il arrangea la libération de Richard à condition qu'il remette son passeport dans les 24 heures. Richard s'élança hors du tribunal. Il ne rentra pas chez lui. Il hélait un taxi. Tour Vance Logistics et conduisait vite. Il devait aller à la salle des serveurs. Il devait effacer les disques. S'il faisait un audit forensique approfondi, il ne trouverait pas juste le détournement de fonds. Il trouverait le blanchiment d'argent qu'il faisait pour le cartel de Miami pour couvrir ses dettes de jeu. Si cela sortait, la prison serait le moindre de ses soucis. Le cartel ne déposait pas de poursuite. Le taxi freina avec un crissement devant la tour de verre étincelante qu'Arthur Vance avait construite. Richard jeta une liasse de billets au chauffeur et courut vers les portes tournantes. Il éclata dans le hall, essoufflé. Monsieur Sterling, la réceptionniste, une jeune femme nommée Sarah, leva les yeux, effrayée. Hors de mon chemin, Sarah. Richard aboya, balayant sa carte clé au tourniquet. Bip, bip, bip. Lumière rouge. Accès refusé. Richard balaya de nouveau. Bip, bip, bip. Zut. Il donna un coup de pied au tourniquet. Sarah, déverrouillez cette grille. Ma carte est en panne. Sarah baissa les yeux vers sa console. Elle tapa quelque chose, puis leva les yeux, son visage pâle. Monsieur Sterling, le système dit qu'il dit alerte de sécurité. Intrus. Je suis le PDG, idiot. Richard rugit. Ouvrez-le. Soudainement, 2 grands hommes en costume sombre sortirent du bureau de sécurité. Richard ne les reconnut pas. Ce n'étaient pas les flics locataires habituels. Ils payaient le salaire minimum pour dormir au bureau. Ces hommes se déplaçaient avec une précision militaire. Richard Sterling, le plus grand, demanda. « Qui êtes-vous? Sortez de mon bâtiment. » « Ce n'est plus votre bâtiment, monsieur. » L'homme dit calmement. « Je suis avec Citadel Security. Nous avons été retenus par le nouvel actionnaire majoritaire pour sécuriser les locaux. » « Nouvel actionnaire majoritaire? C'est ma femme. Elle ne sait pas comment embaucher des mercenaires. » En fait, une voix résonna du balcon de la mezzanine au-dessus du hall. Richard leva les yeux.
Debout là, le regardant, était un homme que Richard n'avait pas vu depuis 5 ans. Un homme qu'il pensait avoir déménagé en Floride pour jouer au golf. Silas Thorne, l'ancien chef de l'informatique d'Arthur Vance, le frère du juge. « Bonjour, Richard. » Silas appela d'en haut, s'appuyant sur la balustrade. Il tenait une tablette dans sa main. « Silas. » Richard recula. « Vous êtes censé être à la retraite et vous êtes censé être un mari aimant. » Silas répondit. « Nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. » Silas tapota la tablette. Le grand tableau d'affichage numérique dans le hall, qui montrait habituellement les prix des actions et les nouvelles de la compagnie, changea soudainement. Il devint noir. Puis des lignes de code vert commencèrent à cascader sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est? » Richard demanda. « Ceci, Silas, dit, est le protocole Arthur. » Vous voyez, Richard, Arthur savait que vous étiez un requin, mais il savait aussi que vous étiez paresseux. Il savait que vous ne construiriez pas votre propre infrastructure financière. Vous utiliseriez les compagnies. Sur l'écran, une liste de comptes bancaires apparut. Cayman Holdings Squat et Zurich Bucks 992. Le fonds de Vanessa, le cœur de Richard s'arrêta. C'était ses comptes secrets. Vous pensiez que vous détourniez de l'argent, Silas expliqua, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Mais chaque fois que vous initiez un transfert vers une société écran, mon code intégré profondément dans le noyau du système, il y a 5 ans, l'interceptait. Intercepté, Richard murmura. Nous avons reflété les transactions. Silas sourit. Vous avez déplacé de l'argent vers un compte que vous pensiez contrôler. Mais le protocole Arthur est en fait acheminé les fonds vers un trust aveugle détenu en séquestre par la Réserve fédérale, attendant l'événement déclencheur. Silas tapota la tablette de nouveau. Sur le grand écran, le solde des comptes secrets de Richard tomba à 0. Cayman Holdings Zurich Box Aduano Vanessa Fundos. Puis une nouvelle ligne apparut en bas. Trust de récupération de succession. Vance Carneywicht, 250 000 tunnels. Vous n'avez pas volé 1 centime, Richard. Silas rit. Vous avez juste agi comme un très agressif gestionnaire de comptes d'épargne non payé pour Flora. Merci pour votre service. Richard tomba à genoux. C'était parti. Tout. L'argent pour lequel il avait tout risqué. L'argent pour lequel il avait détruit son mariage. Tout était de retour dans la poche de Flora. Vous ne pouvez pas faire ça, Richard hurla, frappant le sol de marbre. C'est un piège. Non, Silas dit, c'est de la planification successorale. Les portes en verre derrière Richard s'ouvrirent. Des lumières bleues et rouges clignotaient contre les murs du hall. Richard se tourna pour voir 3 policiers et 2 agents en coupe-vent du FBI entrer dans le bâtiment. Il ne souriait pas. Richard Sterling, l'agent principal du FBI, demanda. Richard regarda les agents, puis en haut Silas, puis le tourniquet vide. « Nous avons un mandat d'arrêt pour vous, » l'agent dit, sortant des menottes. Les accusations incluent la fraude électronique, la fraude boursière, et grâce à la décharge de données que nous venons de recevoir d'un monsieur Silas Thorne, le blanchiment d'argent pour le cartel de Mendoza. Richard ne se battit pas. Il ne pouvait pas. Ses jambes cédèrent, alors que les menottes claquaient autour de ses poignets. Il réalisa que le ricanement qu'il avait porté dans la salle d'audience quelques heures auparavant serait le dernier sourire qu'il aurait pour très, très longtemps. Mais quelque part à travers la ville, dans un studio d'art silencieux, qui sentait la térébenthine et l'espoir, Flora Fourmi était juste en train de prendre un pinceau. 3 mois plus tard, le froid saisonnier de Chicago s'était transformé en un gel hivernal mordant. Mais à l'intérieur de l'aile de sécurité maximale de la prison du comté de Cook, la température était toujours la même. Froide, stérile, et sentant l'eau de Javel industriel et le désespoir. Richard Sterling s'assit derrière l'épaisse cloison en plexiglas. Il avait perdu 20. Les costumes italiens sur mesure étaient partis, remplacés par une combinaison orange affaissée qui délavait son teint. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, s'amincissaient
et s'éclaircit la gorge éteint gras. Il prit le combiné noir. Sa main trembla. De l'autre côté de la vitre était assise Flora. Elle semblait radieuse. Elle portait un manteau de laine cramoisie profonde, ses cheveux lâches et brillants. Elle ne ressemblait pas à la femme brisée de la salle d'audience. Elle semblait d'une PDG. « Vous êtes venu, Richard dit, sa voix rauque. Je savais que vous le feriez. Vous m'aimez toujours, n'est-ce pas, elle? Vous ne pouvez pas juste éteindre Duncan. » Flora le regarda, son expression illisible. « Je ne suis pas venu ici parce que je vous aime, Richard. Je suis venu ici parce que mes avocats m'ont dit que vous refusiez de signer les formulaires de libération finale pour la maison, à moins que je ne vous rende visite personnellement. » Richard se pencha, ses yeux frénétiques. « Je peux vous aider, elle. La compagnie, c'est complexe. Vous ne savez pas comment la gérer. Vous êtes une artiste. Vous avez besoin de moi. Abandonnez les charges. Dites au procureur que c'était un malentendu et s'éclaircit la gorge. Je reviendrai comme consultant en coulisses. Personne ne doit savoir. » Flora soupira. C'était un son d'épuisement pur devant son délire. « Richard, elle dit doucement, la compagnie vient d'avoir son trimestre le plus profitable en 6 ans. » Richard cligna des yeux. « Ça, c'est impossible. Qui dirige les opérations? »« Moi, » Flora dit. « Et j'ai réembauché les gens que vous avez virés. Les gens qui savaient réellement ce qu'ils faisaient avant que vous ne les remplaciez par vos compagnons de boisson. Oh, et Silas Thorne est sorti de sa retraite. Il est mon nouveau COO. » Richard recula comme s'il avait été giflé. « Silas, il déteste les affaires. Il déteste les voleurs, Richard. Il aime la compagnie que mon père a construite. » Flora atteignit dans son sac et en tira un journal plié. Elle le pressa contre la vitre. Le titre lisait « Verdict Sling, coupable sur tous les chefs ». En dessous, il y avait une photo de Vanessa quittant le tribunal. Elle avait conclu un accord en échange de son témoignage contre Richard concernant le blanchiment d'argent et les connexions avec le cartel. Elle reçut l'approbation et une lourde amende. Elle avait jeté Richard au loup sans une seconde pensée. « Vanessa a témoigné pendant 6 heures hier, » Flora dit calmement. « Elle leur a tout dit. Comment vous vous moquiez de moi? Comment vous avez prévu de déclarer faillite pour cacher les actifs? Comment vous avez forgé ma signature sur les demandes de prêt? C'est une menteuse. » Richard hurla, frappant son poing contre la vitre. Le garde derrière lui fit un pas en avant, la main sur sa matraque. « C'est elle qui m'a poussé. C'était son idée. » « Peu importe l'idée de qui c'était, » Flora dit, pliant le papier. « Vous l'avez fait. Vous avez brisé la seule règle que mon père vous a donnée. Vous n'étiez pas fidèle, ni à moi, ni à l'héritage. » Elle se leva. « Signez les papiers, Richard, ou pas. Ça n'a pas d'importance. Le juge a déjà accordé une motion pour contourner votre signature en raison de votre incarcération. Je voulais juste vous voir une dernière fois. Pourquoi? » Richard murmura, des larmes coulant finalement sur ses joues. Larmes d'auto-apitoiement. Pour jubiler. « Non, » Flora dit. Elle plaça sa main sur la vitre directement au-dessus de la sienne pour s'assurer que vous étiez réel. « Pendant longtemps, j'ai pensé que vous étiez un monstre sous mon lit. J'étais terrifié de vous. Mais vous voir maintenant dans cette cage blâmant tout le monde sauf vous-même, je réalise que vous n'êtes pas un monstre. » Elle se pensa près de la vitre. « Vous êtes juste un petit homme triste qui a gaffé la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. » Flora raccrocha le téléphone. Elle se tourna et marcha vers les lourdes portes en acier. « Flora !» Richard hurla, sa voix étouffée par la vitre. « Flora, ne me laissez pas ici. Je ne peux pas survivre ici, Flora. » Elle ne regarda pas en arrière. Elle sortit de la prison et dans l'air hivernal vif où une voiture de veille noire attendait. Monsieur Henderson, non, l'avocat d'Arthur, attendait près de la porte ouverte. Il ne portait plus son costume miteux de défenseur public. Il portait un costume à rayures fines et bleu marine élégant qui coûtait autant qu'une petite voiture. « Comment ça s'est passé? » Henderson demanda.
C'est fini, Flora dit. Elle leva les yeux vers le ciel gris, et pour la première fois de toujours, le soleil perça les nuages. Allons au bureau, nous avons une réunion du conseil. La suite exécutive au 42e étage de la tour Vance Logistics avait toujours semblé un musée pour Flora. Sous son père, c'était un sanctuaire à l'industrie, chaînes lourds, livres en cuir, l'odeur de fumée de cigares. Sous Richard, c'était devenu une forteresse froide et stérile de verre et de chrome conçue pour intimider quiconque franchissait la porte. Mais maintenant, 3 mois après le procès, la pièce respirait. Flora se tenait près des fenêtres du sol au plafond, regardant la neige tourbillonner sur le lac Michigan. Le bureau était différent maintenant. L'art abstrait stérile pour lequel Richard avait dépensé des milliers était parti, remplacé par des toiles vibrantes et chaotiques. Le propre travail de Flora. L'odeur de scotch éventé fut remplacée par l'odeur d'espresso frais et de térébenthine. Elle se retourna vers le bureau massif. Il était couvert non seulement de rapports financiers, mais de croquis, où Richard voyait des feuilles de calcul. Flora voyait des motifs. Elle avait passé les 90 derniers jours à nettoyer la compagnie, un audit forensique de l'âme de l'entreprise. C'était un travail épuisant. Elle avait renvoyé 3 autres cadres qui avaient été complices des combines de Richard, renégocié des contrats avec des fournisseurs qu'il avait aliénés, et d'une manière ou d'une autre, au milieu du chaos, maintenu le prix de l'action stable. Mais elle était fatiguée. Le syndrome de l'imposteur était un murmure constant dans son oreille. « Vous n'êtes qu'une peintre, » il disait. « Vous jouez à vous déguiser dans le costume de votre père. » Un doux coup à la porte brisa sa rêverie. « Entrez », elle appela. Monsieur Henderson entra. L'homme avait subi une transformation aussi dramatique que la compagnie elle-même. Fini le défenseur public froissé, surchargé de travail dans le costume en polyester mal ajusté. À sa place se tenait le nouveau conseil général de Vance Logistics, portant un costume sur mesure bleu marine élégant qui commandait, s'éclaircit la gorge, le respect. Il portait un portfolio en cuir sous un bras et une petite boîte en bois patinée dans ses mains. « Les projections du T4 sont là, Mademoiselle Vance, » Henderson dit, plaçant le portfolio sur le bureau. Silas dit que les chiffres se stabilisent. Le marché a bien réagi à la nouvelle du départ de Richard. « Départ est un mot poli pour une peine de 20 ans, » Flora dit sèchement, s'asseyant. « Y a-t-il eu des nouvelles de son équipe d'appel? » Ils ont déposé une motion ce matin. Elle fut refusée à l'heure du déjeuner. Henderson dit avec un faible sourire satisfait. Juge Thorne n'aime pas quand les gens gaspillent son temps. Richard reste exactement où il est. Flora hocha la tête, sentant un nœud se desserrer dans sa poitrine. Bien. Et le conseil sont-ils prêts pour la réunion annuelle de stratégie? Ils attendent dans la salle de conférence. Mais Henderson hésita. Il baissa les yeux vers la boîte en bois dans ses mains. Avant que vous n'entriez là, Flora, il y a quelque chose que nous devons faire. Quelque chose que votre père m'a fait promettre de retarder jusqu'à ce que la poussière se soit entièrement dissipée. Flora fronça les sourcils. « Mon père vous a donné cette boîte il y a 5 ans, » Henderson dit doucement. « Le jour où il a signé le trust original, il m'a dit, si Richard s'avère être l'homme que je crains qu'il soit, et si Flora survit à la tempête, donnez-lui ceci. » Mais pas un instant avant qu'elle ne tienne sur ses propres 2 pieds. Il plaça la boîte sur le bureau. Elle était vieille, faite de bois de cerisier avec les initiales AV gravées sur le couvercle. À côté, il plaça une enveloppe scellée de couleur crème. « Il voulait que vous lisiez la lettre en premier », Henderson dit, reculant pour lui donner de l'espace. Les mains de Flora tremblèrent légèrement alors qu'elle atteignait l'enveloppe. Voir l'écriture de son père dentelé, énergique, familière, apporta une piqûre soudaine de larmes à ses yeux. Elle prit une inspiration, fendit l'enveloppe avec un ouvre-lettre en argent et déplia le papier. « À ma très chère Ellie, si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. Cela signifie que Richard était un fraudeur, et je n'étais pas là pour te protéger de lui. »
Pour cela, je porterai un regret éternel même dans l'au-delà. Mais si tu lis ceci, cela signifie aussi que tu as gagné. Cela signifie que tu t'es battu. Cela signifie que tu es assise dans ma chaise, te demandant probablement si tu y as ta place. Flora essuya une larme qui tomba sur le buvard. Il savait toujours. Je sais ce que tu te dis, Ellie. Tu te dis que tu n'es qu'une artiste. Tu penses que les affaires concernent les maths et l'agression. Tu penses que parce que tu ressens les choses profondément, tu es faible. Richard le pensait certainement. Il a probablement vu ta gentillesse comme un défaut à exploiter. Laisse-moi te dire un secret que je n'ai jamais partagé avec personne. Te souviens-tu de l'été où tu avais 7 ans? Tu as installé cette table sur le trottoir pour vendre tes peintures à l'aquarelle. Tu les as prissées à 25. J'ai regardé de la fenêtre. Quand Madame Gable, d'en bas de la rue, a essayé d'en acheter juste une, tu lui as dit « Non, vous devez acheter ces 3 ensemble ». Elle raconte une histoire d'un oiseau apprenant à voler. Si vous les séparez, l'histoire se brise. Tu ne lui as pas juste vendu les peintures, Ellie. Tu lui as vendu la vision. Tu l'as fait monter en gamme. Tu as compris intuitivement que la valeur n'est pas dans la peinture ou le papier. C'est dans la connexion. C'est ce que fait un PDG. Richard était un manager. Les managers maintiennent le statu quo. Ils déplacent des piles d'argent d'une pièce à l'autre. Mais toi, tu es une créatrice. Tu construis des choses qui n'existaient pas avant. L'art et les affaires sont la même chose, Ellie. Ils concernent tous deux l'ordre issu du chaos. Ne laisse pas le monde te durcir. Ton empathie est ton radar. Ton imagination est ton plan. Richard a échoué parce qu'il ne regardait que les chiffres. Tu réussiras parce que tu regardes les gens. Maintenant, ouvre la boîte. Il est temps d'arrêter de réparer les erreurs de Richard et de commencer à construire ton héritage. Papa Flora laissa échapper une respiration tremblante, pliant la lettre et la pressant contre son cœur, une créatrice. Elle avait passé toute sa vie à penser que son art était une distraction du monde réel des affaires de son père. Il lui disait que c'était la qualification. Elle atteignit la boîte en bois. Le loquet s'ouvrit avec un lourd son mécanique. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de certificat d'action. Il y avait une lourde clé en fer rouillé et un épais carnet de croquis relié en cuir. Flore ouvrit le livre. Les pages étaient souillées, remplies de l'écriture de son père et de diagrammes rudimentaires. Mais ce n'étaient pas des routes maritimes ou des tables logistiques. C'étaient des dessins de moteurs électriques, des croquis de cargo autonomes à énergie solaire, des plans pour des systèmes ferroviaires à lévitation magnétique à grande vitesse. Le coffre-fort à idées, Henderson dit doucement. Flora leva les yeux. Je me souviens de ça. Il parlait de la flotte verte quand j'étais adolescente. Tout le monde se moquait de lui. Le conseil lui a dit que c'était trop cher, trop futuriste. Ils lui ont dit de s'en tenir aux camions diesel et à la main-d'œuvre bon marché. Il n'a jamais arrêté de travailler dessus. Henderson a dit qu'il avait enterré ses plans parce que la technologie n'était pas prête et que le conseil était trop myope. Il m'a dit, un jour le monde changera, et quand il le fera, Ellie saura quoi faire avec ceci. Flora passa ses doigts sur un croquis d'un drone de livraison à pile à hydrogène. C'était daté d'il y a 15 ans. Son père avait été un visionnaire, réduit au silence par le pragmatisme d'homme inférieur. Elle se leva. La fatigue était partie. À sa place était une énergie électrique bourdonnante. La même sensation qu'elle avait quand elle regardait une toile vierge et savait exactement ce qu'elle allait peindre. « Où est le coffre-fort » Flora demanda, ramassant la lourde clé en fer. « Niveau sous-sol 3, Henderson répondit. « Ancien stockage d'archives. Il n'a pas été ouvert depuis une décennie. »« Allons-y, » elle dit, « et dites à Silas de nous y rencontrer, puis dites au conseil de se mettre à l'aise. Je vais être en retard de quelques minutes, 30 minutes plus tard. » Les doubles portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Les 12 membres du conseil, principalement des hommes plus âgés et en costume gris qui avaient survécu à la purge, levèrent les yeux.
Ils s'attendaient à des excuses pour le retard. Ils s'attendaient à une femme hésitante lisant une déclaration préparée. Ce qu'ils eurent en fut Flora Vance portant une boîte en fer rouillée et une pile de papier jauni flanquée de Silas Thorne et M. Henderson. Flora ne s'assit pas à la tête de la table. Elle passa devant et alla droit au tableau blanc. Elle prit un marqueur. « Bonjour, Sté », elle dit, sa voix claire et projetant vers l'arrière de la pièce. Pendant les 5 dernières années, cette compagnie a opéré en mode survie. Nous avons coupé les coûts, caché les pertes et dérivé. Elle décapsula le marqueur. Richard Sterling traita Vance Logistics comme une tirelire. Elle continua, traçant une ligne nette sur le tableau. Il pensait que le but de cette compagnie était d'extraire de la richesse. Il avait tort. Le but de cette compagnie est de bouger le monde. Elle scotcha un des vieux croquis de son père au tableau blanc, le design pour la flotte électrique autonome. Mon père a dessiné ceci en 2005, Flora dit. Les membres du conseil plissèrent les yeux, murmurant. Il a vu un futur où la logistique ne concernait pas juste le déplacement de boîtes, mais le faire plus propre, plus vite et plus intelligemment. Il fut arrêté par la peur. Il fut arrêté par des gens qui disaient que ça coûtait trop cher. Elle se tourna pour les affronter, s'éclaircit la gorge, ses yeux fixés sur le président, un homme nommé Sterling, sans lien de parenté, qui avait été le plus grand facilitateur de Richard. Nous avons passé les 3 derniers mois à nettoyer le passé, Flora déclara. Aujourd'hui, nous commençons à construire le futur. À partir de ce matin, j'initie le projet Arthur. Nous liquidons l'ancienne flotte diesel. Nous investissons les fonds récupérés, chaque centime que nous avons repris des comptes offshore de Richard dans la modernisation de notre infrastructure. Flora, le président balbutia, liquidant la flotte. C'est un suicide. L'action va chuter. L'action va chuter si nous restons un dinosaure à l'ère numérique, Flora répliqua. Nous ne sommes plus une compagnie de camionnage, messieurs. Nous sommes une compagnie de technologie qui se spécialise dans le mouvement. S'éclaircit la gorge. Elle regarda Silas. Monsieur Thorne a déjà exécuté les modèles de faisabilité. La transition prendra 5 ans. Ce sera dur. Ce sera cher. Mais d'ici 2030, nous serons le seul géant logistique carboneutre dans l'hémisphère. La pièce était silencieuse. Ils étaient stupéfaits. Ce n'était pas la femme douce et pleurante de l'audience de divorce. C'était la fille d'Arthur Vance. « Je suis une artiste », Flora dit, sa voix tombant à un murmure qui commandait une attention totale. Et une artiste sait que vous ne pouvez pas créer un chef-d'œuvre si vous avez peur de vous salir les mains. Nous allons peindre une nouvelle image pour cette industrie. Elle claqua le marqueur sur la table. Êtes-vous avec moi ou devrais-je accepter vos démissions tout de suite? Silas Thorne sourit, une rare expression authentique. Henderson hocha la tête lentement. Un par un, les membres du conseil hochèrent la tête. Le président regarda le croquis sur le tableau, puis Flora. Il ferma son dossier. « Je suis avec vous, mademoiselle Vance », il dit. Plus tard ce soir-là, le bureau était silencieux de nouveau. Le soleil s'était couché et les lumières de la ville de Chicago scintillaient en dessous comme un champ d'étoiles électriques. Flora fit son sac. Elle mit la lettre jaunie de son père dans son sac à main. Elle marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta à l'interrupteur. Elle regarda en arrière la pièce. Ce n'était plus une cage. C'était un studio. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Bonjour », une voix répondit. C'était le propriétaire de la galerie qui avait représenté ces petites expositions d'art inaperçues il y a des années. « Salut, David », Flora dit. « C'est Flora Vance. »« Flora, mon Dieu, j'ai vu les nouvelles. Êtes-vous OK? » « Je vais mieux qu'OK, » elle sourit. « J'appelle parce que j'ai une nouvelle collection que je veux débuter. Elle s'appelle L'art de la guerre. Toilettes à grande échelle, thèmes industriels, or, feuilles, effets. Ça sonne différent pour vous, David dit. Quand pouvez-vous commencer à peindre? Flora regarda les plans sur son bureau. J'ai déjà, elle dit. Je vous verrai bientôt, David. Elle éteignit les lumières,
laissant le bureau dans l'obscurité, sauf pour la lueur de la ville qu'elle aidait maintenant à maintenir en mouvement. Flora Vance sortit vers l'ascenseur, le claquement de ses talons sonnant comme un marteau frappant une enclume, stable, fort, et construisant quelque chose qui durerait pour toujours. Et c'est ainsi que Flora Vance transforma son moment le plus sombre en son plus grand chef-d'œuvre. Richard n'a pas juste perdu l'argent. Il a perdu la chance de faire partie d'un héritage qui était bien plus grand que sa cupidité. Il pourrissait dans une cellule pendant que Flora construisait le futur, prouvant que le vrai pouvoir n'est pas ce que vous pouvez voler, c'est ce que vous pouvez créer. Cette histoire nous rappelle que parfois les gens qui nous sous-estiment nous donnent en fait le carburant dont nous avons besoin pour brûler plus brillamment qu'ils n'auraient jamais pu. Qu'en pensez-vous? La décision de Flora de pivoter la compagnie était-elle trop risquée ou était-ce exactement ce que son père aurait voulu? Et si vous trouviez un testament caché qui a changé votre vie, qu'espériez-vous qu'il dise? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette saga de trahison et de rédemption, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, restez en sécurité et rappelez-vous, ne signez jamais les papiers avant d'avoir lu la film.